Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. L'analyse fondamentale est-elle une arnaque? Je vais étudier le cas Stellantis. Alors bien évidemment, je sais que je vais titiller les gens qui défendent l'analyse fondamentale, qui expliquent que l'analyse fondamentale, c'est la septième merveille du monde, que l'analyse technique, c'est un truc du passé, que ça ne sert à rien, que ce n'est pas efficace, etc., etc. Et pourtant, quand on leur demande, alors, c'est quoi vos arguments? C'est comme ça, hein. C'était un truc qui avait été créé au début du siècle dernier et aujourd'hui, ça ne marche plus. Et l'analyse fondamentale, ça a été créé quand? Ah oui, mais non, mais c'est pas la même chose, l'analyse fondamentale. On étudie les bilans, on étudie blablabli, blablabla. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont pas compris une chose. C'est que, en fait, c'est pas un combat analyse fondamentale, analyse technique. C'est pourquoi tu utilises une méthode d'analyse. L'analyse fondamentale, j'en ai parlé dans mon bouquin, là, du trading, le best-seller. Dans ce bouquin, il y a quasiment 200 pages qui sont consacrées non pas seulement à l'analyse fondamentale, mais je reviens justement sur est-ce que l'analyse fondamentale est fiable? Est-ce que moi, investisseur, je peux me baser uniquement sur l'analyse fondamentale? Et quelles sont les limites de l'analyse fondamentale? Donc, je reviens sur la théorie de l'efficience de marché. Je critique cette théorie. Cette théorie, qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous dit que les individus sont rationnels. Que nous, individus, quand on va en bourse, quand on investit en bourse, on est rationnel. Mais tout le monde sait que c'est pas vrai. Et donc, moi, à l'université, quand on m'enseignait cette fable, je disais, mais c'est pas possible. Et il faut bien comprendre qu'il y a un lien entre la théorie de l'efficience et l'analyse fondamentale, puisque l'analyse fondamentale va permettre d'apporter de l'information au marché, d'accord? Va permettre effectivement de faire le travail d'analyse qui est nécessaire pour avoir des marchés que l'on considère comme efficients. Or, depuis, beaucoup d'économistes ont compris que les opérateurs n'étaient pas rationnels. On a eu l'émergence de la finance comportementale, qui a mis en évidence des biais psychologiques, c'est-à-dire que les individus en bourse sont dominés par leurs biais psychologiques. Et c'est quand même bizarre d'avoir attendu 2002, hein, Daniel Kahneman a obtenu son prix Nobel d'économie en 2002. C'est quand même bizarre d'avoir attendu autant de temps pour se rendre compte que oui, les individus en bourse ne sont pas rationnels. C'est-à-dire, et c'est là où on voit la lenteur du monde académique par rapport au monde des praticiens. Parce que le monde des praticiens, ils le savaient depuis longtemps. Comme le momentum, j'en ai parlé dans une masterclass récemment. Et le momentum, c'est quoi? C'est une anomalie boursière. C'est le fait qu'une action qui monte va avoir tendance à poursuivre à la hausse. Ou alors une action qui baisse va avoir tendance à poursuivre à la baisse. Par exemple, ici, le cas de Stellantis. Vous voyez, cette action, elle baisse, elle monte, elle baisse. Et on voit cette action s'effondre aujourd'hui. Elle a perdu d'ailleurs 13% aujourd'hui. Et donc, mais 15%. Elle est en train de perdre 15% aujourd'hui. Et donc, ici, en fait, l'idée, c'est pas de critiquer l'analyse fondamentale. Au contraire, l'analyse fondamentale est utile, elle est nécessaire, elle est importante, d'accord? J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin. Mais est-ce que c'est un outil qui est suffisant pour se faire une idée des marchés boursiers? Et ma réponse, c'est non. Il ne faut pas occulter le côté psychologique. Il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des délits d'initiés, qu'il y a des informations que très peu de gens ont. Et je vais vous le prouver. Là, effectivement, Stellantis, c'est une boîte qui a vu ces derniers temps une croissance explosive des résultats. 2023, 2024. Les moteurs de la réussite, on parle des véhicules électriques, des marques emblématiques, avec Jeep, avec Chrysler, avec Peugeot, innovation technologique. Donc tout va très bien pour Stellantis, tout est bien, tout est positif. Et là, récemment, on a un effondrement. Aujourd'hui, Stellantis perd 15%. Et ce qui est marrant, c'est que les analystes commencent à revoir leurs analyses à la baisse. Alors, je vais revenir ici. Vous voyez, là, on a Oddo BHF qui downgrades Oddo BHF, downgrades Stellantis to neutral, cuts PT. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils revoient à la baisse leurs prévisions. Pourquoi? Parce que Oddo BHF, en début d'année, regardez ici. Oddo BHF, en janvier 2022, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, on est plus optimiste que le consensus et on maintient le fait que Stellantis, it's outperform rating, c'est-à-dire que ça va surperformer, qu'on est en janvier 2022.
Et janvier 2024, pardon, janvier, on est là. D'accord? Et effectivement, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, ça s'effondre littéralement. Donc, c'est pas mal ici, d'accord? Mais là, regardez, subitement, ça baisse. Et ici, on voit effectivement que les résultats sont plutôt positifs et que, voilà, tout va bien normalement dans le meilleur des mondes, à part le chiffre d'affaires sur lequel il y a une surprise négative. Et donc, on va continuer l'analyse. Donc, déjà, là, il y a un petit problème. Vous allez avoir également ici l'analyste de Goldman Sachs, Georges Gallier. Qu'est-ce qu'il va dire? Le 21 mai 2024, il va donner une note d'achat. Et il a attribué sa note d'achat en raison d'une combinaison de facteurs qui soulignent les fortes perspectives de croissance et le potentiel de Stellantis sur le marché des véhicules électriques, son optimisme est ancré dans le blablabla, 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 blablabla. Super, d'accord? Super. On est bien d'accord. Le 21 mai 2024. Le 21 mai 2024, où se situe 21 mai, on est là. D'accord? On est là. Ça valait 20 et ça s'effondre littéralement. Et ça, je l'ai vécu à de nombreuses reprises quand j'ai travaillé dans la finance. Quand j'étais chez Trading Central, je me rappelle que plusieurs boîtes avaient donc des analystes financiers, ils disaient voilà, je suis haussier. Et puis quand le titre se retourne, ils deviennent tous baissiers, un peu comme Odo BHF. C'était pas mal ici, ça c'était pas mal en janvier, mais après regardez, ça s'effondre. D'accord? Or, on est bien d'accord. Odo BHF, c'est pas du trading, c'est pas des conseils de swing trading, on est d'accord. C'est des conseils d'analyse fondamentale. Donc normalement, l'idée c'est dans 2 ans, 3 ans. Or là, si on avait suivi leur analyse, on l'aurait pas vendu, bien évidemment. Sauf que là, ça vaut 12, c'est-à-dire que ça a perdu presque 50% de sa valeur. Et là, notre ami de Goldman Sachs, il dit, je réitère mon analyse à l'achat. Et ce que j'avais dit notamment dans mon bouquin, j'en parle, sur Enron. Sur Enron, c'était assez intéressant. 16 analystes financiers sur 17 étaient acheteurs, dont Goldman Sachs, dont JP Morgan, dont. Et juste après, l'action s'effondre. Et en fait, le problème de l'analyse fondamentale, c'est qu'elle néglige totalement le côté psychologique. Et moi, encore une fois, je pense que c'est important d'avoir les deux. D'accord? Si vous vous basez uniquement sur les fondamentaux, c'est dangereux. Si vous vous basez uniquement sur la technique, ça peut aller. Pourquoi? Par exemple, prenons le cas de GameStop. Cette action, je suis désolé, mais c'est une action pourrie. C'est une action pourrie. Au sens où cette action, regardez, là, elle a explosé. Elle est passée de 1 dollar à 126 $. Pourquoi? Pour quelle raison? Fondamentale? Il n'y avait aucun fondamental. Il y avait que de la psychologie. Que de la folie spéculative pure. Il y a une étude qui a été réalisée par 3 économistes, donc des personnes en condition de trader. Ils leur ont dit, OK, la valeur fondamentale, elle est de 100 $. Et vous avez la possibilité de trader cette action. À votre avis, alors, ils leur disent, OK, la valeur fondamentale est de 100. Le titre vaut actuellement 100. On vous donne 1 million, à vous de jouer. À votre avis, normalement, ils savent que la valeur fondamentale est de 100. Ils ont de l'argent. Est-ce qu'ils vont acheter le titre? Non, normalement, il est à la juste valeur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu des acheteurs et ensuite, à un certain moment, tout le monde a commencé à acheter et puis le titre s'est littéralement effondré. Et on s'est aperçu que même en ayant les bonnes données fondamentales, on pouvait avoir une déviation par rapport aux fondamentaux, par rapport à la valeur fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même les analystes financiers, et je parle de Warren Buffett, hein, qui est quand même, voilà, c'est son domaine, l'analyse fondamentale, a commencé à utiliser ce que l'on appelle la marge de sécurité. C'est-à-dire que si la valeur fondamentale, par exemple, d'un actif, elle est de 100, alors on va dire, la valeur fondamentale d'un actif, elle est de 100, d'accord? Et pour Warren Buffett, il faut que l'actif ou l'action vale au moins 70 ou 50 pour que ce soit intéressant. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'avoir une marge de
sécurité. Margin of security. D'accord? Et ça, c'est Benjamin Graham qui a créé ce concept. Benjamin Graham s'est ruiné en 1929. Je sais pas si vous le saviez. Il s'est ruiné en 1929. Et en face, Jesse Livermore a gagné 100 millions de dollars. Donc, vous avez les deux écoles. Vous avez d'un côté Benjamin Graham qui va devenir le père de l'analyse fondamentale. Et vous avez Jesse Livermore qui est un peu le père de l'analyse technique et c'est un peu le meilleur trader de tous les temps. Alors, Jesse Livermore a mal fini, hein, mais pour la petite histoire, Jesse Livermore a fait un carton durant le crack de 1929. Benjamin Graham s'est ruiné. Et c'est à ce moment-là bien précis que Benjamin Graham s'est dit, il y a un problème avec mon approche. Et c'est là où il a créé ce concept de marge de sécurité, au sens où, OK, si par exemple un actif vaut 100, c'est génial, mais je ne vais pas l'acheter à 100. Je vais essayer de l'acheter quand il vaudra 50, voire 30, voire 20. C'est-à-dire quand on aura un décalage très important par rapport à la valeur fondamentale. Et on en arrive à, est-ce que l'analyse fondamentale est une arnaque? Bien sûr que non. Bien sûr qu'elle a une utilité. Bien sûr qu'elle est importante. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre analyse fondamentale, analyse financière. Les analystes financiers sont des moutons. Je rappelle qu'en mars 2000, 99% des analystes financiers de Wall Street étaient acheteurs au pire moment. 99% des analystes financiers. Vous avez Jim Rogers et George Soros, deux des plus grands traders de tous les temps. À un certain moment, Jim Rogers et George Soros, ils ont dit, OK, on va fuir Wall Street. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par des moutons. Et pour eux, les analystes financiers de Wall Street sont des moutons. Ils ont dit, on va fuir Wall Street, on va rester à l'écart parce que nous, notre but, c'est de faire ce que les analystes financiers ne nous disent pas. Et donc, il faut bien comprendre une chose. L'analyse financière est puissante. L'analyse technique est puissante. Maintenant, il faut savoir les utiliser. Et il faut bien comprendre également que vous avez beaucoup de bruit, beaucoup de moutons, beaucoup de gens qui racontent tout et n'importe quoi. Mais le plus important, au final, c'est vous. C'est votre décision. C'est être capable de prendre vos propres décisions. Et très peu de gens sont capables de prendre leurs propres décisions. Et je vais essayer de vous démontrer tout ça concrètement, avec des exemples concrets. Dubaï, d'accord? L'immobilier à Dubaï, ça s'effondre. Moi, j'arrive à Dubaï en 2014, 2015, j'achète, et puis je vois l'immobilier s'effondrer. À votre avis, est-ce que les gens disaient il fallait acheter? Est-ce que Bloomberg disait c'est super, youpi, c'est le meilleur moment d'acheter? Est-ce que Pujadas, 20h à l'époque de France 2, donc c'est un journaliste français connu, est-ce qu'il vous dit c'est super, youpi, il faut acheter? Non, non. Pujadas, il dit direct, c'est un mirage. Dubaï, c'est un mirage, c'est le passé, etc. Et moi, je suis à Dubaï et je me dis, waouh, c'est le moment d'acheter. Et bien sûr, il y a du fondamental et il y a de la psychologie. Le fondamental, bien comprendre cette notion de quand il y a un excès, c'est là où le fondamental et l'analyse technique se retrouvent, d'accord? Parce que on essaie d'opposer ces deux approches, de dire oui, l'analyse fondamentale, c'est suffisant, l'analyse technique. Non, je viens de vous prouver que les analystes financiers sont nuls. Vous prenez Goldman Sachs, ils sont nuls. Prenez Odo, c'est pas mieux. Alors Odo, il était pas mauvais la première analyse, mais après ça s'est effondré. Mais moi, depuis que je suis ces analystes financiers, à chaque fois, ils se trompent. Et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Ici, JP Morgan, est-ce que c'est la banque la plus nulle au monde? Ou est-ce que c'est la meilleure banque au monde? Aujourd'hui, c'est la meilleure banque au monde. Qu'est-ce qu'il disait en décembre 2021? Il disait, on pense qu'il y aura une full recovery en 2022. D'accord? Our view is that 2022 will be the year of a full global recovery and an end of the global pandemic. D'accord? Fin de la pandémie mondiale et le début de la reprise. 2022. Vous savez ce qui va se passer en 2022. Le marché, je vais vous montrer. Si vous savez pas ce qui s'est passé en 2022, je vais vous le montrer. QQQ. Et là, voilà. Ça, c'est le moment où il nous parle, notre ami JP Morgan. Et juste après, vous allez avoir le Nasdaq qui va s'effondrer, qui va perdre 37%, 38%. C'est quand même important. Vous avez Meta qui va littéralement s'effondrer. Meta va passer
de 379 $ à 88 $. À 88 $. Meta va littéralement s'effondrer. Aujourd'hui, c'est reparti à la hausse, tant mieux. Mais il y a d'autres actions. Par exemple, Zoom n'a toujours pas récupéré. Regardez Zoom. Le truc, ça s'est effondré, c'est pas reparti à la hausse, c'est toujours très très bas. Donc, bien comprendre qu'à ce moment-là bien précis, on a JP Morgan qui nous dit ça pue. Non, JP Morgan qui nous dit c'est génial. Que dit le petit YouTuber Tabi Kabaj, qui est fan d'analyse technique? Je dis voilà, souriez, c'est la plus grande bulle. Regardez, c'est le 15 décembre 2021. Dans la vidéo publiée hier, je suis revenu sur les propos de Charlie Munger. Selon lui, les marchés sont largement surévalués et l'environnement actuel est encore plus fou. Et tu sais quoi, je suis entièrement d'accord. Et je fais une vidéo, elle a 400 000 vues et je dis ça pue. Et juste après, le marché va s'effondrer et vous allez avoir des traders comme Chase Coleman, qui est quand même l'un des meilleurs traders de hedge funds de tous les temps, qui va perdre 50% au premier semestre, 40-50% au premier semestre 2022. Ça va être sa pire perte depuis l'histoire, depuis la création de son hedge fund. Et c'est l'un des meilleurs gérants de hedge fund. Plein de gérants de hedge fund vont perdre énormément d'argent en 2022. D'accord? Et Tabi Kabaj, il vous dit oui. Alors, je parle de surévaluation, on est bien d'accord. Pourtant, vous avez JP Morgan, il parle pas de surévaluation ici. Il dit les marchés vont continuer de monter, tout est génial, tout est magnifique, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je dis pourquoi? Parce que j'ai l'expérience, j'ai le recul. Moi, en fait, comment j'ai fait pour évaluer? Parce que oui, il y avait le côté fondamental, mais il n'y avait pas que ça. Premièrement, déjà plusieurs entreprises avaient commencé à décliner avant le papier de JP Morgan. Donc septembre, octobre. Ensuite, deuxièmement, j'ai senti le marché. Je sentais que il y avait une euphorie qui était trop importante, surtout sur la partie NFT, crypto et même sur les actions, ça devenait trop important. Et c'est ce qui fait que je suis passé vendeur à ce moment-là bien précis. Puis, octobre 2022, à votre avis, que va dire Goldman Sachs? Ils vont dire c'est génial, c'est le meilleur moment d'acheter? Non. Regardez ce que vont dire Goldman Sachs. Ils disent Asian stocks et ils disent stay bear market will last in 2023. Le marché baissier va se poursuivre en 2023 et JP Morgan va dire la même chose. Là, ils disaient on est acheteur et fin 2022, ils vont dire on est vendeur. C'est quand même des cadors, les gars. Ils sont payés, je sais pas combien ils sont payés, quoi, mais ils sont payés des fortunes. Ils bossent pour les meilleures banques au monde et ils sortent des conneries qui sont juste énormes. Et là, vous avez un petit YouTuber en face qui dit Meta a perdu 70% depuis ses plus hauts. Et je dis plusieurs entreprises stars. Et regardez, c'est le 29 octobre 2022 que je l'écris. D'accord? Et je dis, je pense que c'est un moment unique pour investir. Et je me suis basé sur l'analyse fondamentale et la psychologie des marchés et également l'analyse technique par la suite. D'accord? Et je dis, c'est un moment que j'attendais depuis plus de 10 ans. Mais il faudra être patient, bien sélectionner ses dossiers pour éviter d'investir sur des entreprises qui vont faire faillite ou qui ne vont rien faire. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai acheté Baba. Aujourd'hui, je gagne, mais pendant un an, j'ai pas gagné parce que c'était trop tôt sur un plan technique. Mais j'ai compris mon erreur. D'accord? Parce que on peut faire des erreurs également, même si on a raison sur ce que va faire le marché. Et donc ici, vous voyez, c'est énorme. Et donc, pourtant, j'ai utilisé les mêmes infos que les gars de Goldman Sachs. On a les mêmes infos. Les mêmes infos que le gars de JP Morgan. On a les mêmes infos. Sauf que moi, ici, je disais, c'est une bulle et le marché s'est effondré. Et là, ici, je disais, c'est intéressant. C'est la plus grosse baisse. C'est un massacre. C'est un moment que j'attends. C'est un moment unique pour investir en bourse à long terme. Un moment unique. On est le 29 octobre 2022. Je reviens dessus. QQQ. 29 octobre 2022. On est là. Regardez ici. 29 octobre. Je vais prendre 29. Regardez. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? Et si on prend Meta, 29 octobre 2022, c'est incroyable. Là, regardez ici. C'est un truc de malade. C'est
le point bas. Le mail, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé. Alors, j'ai vendu des puts, hein, pour ceux qui, et un put, c'est une option de vente, d'accord? Donc, j'ai vendu des puts ici. Et normalement, pour moi, l'idée, c'était d'être assigné, donc, et d'acheter le titre. Et en fait, le titre, il est parti. J'ai gagné de l'argent avec mes options, mais c'était que dalle par rapport à ce que j'aurais pu gagner. Mais j'ai plein d'étudiants qui ont acheté, et tant mieux pour eux. Mais voilà, j'étais ici dans la phase, j'étais en train de finaliser la formation VM, etc. Mais le timing était juste énorme, Et donc, encore une fois, est-ce que l'analyse fondamentale est une arnaque? Non. Par contre, les analystes financiers incompétents qui ne comprennent pas l'analyse financière, l'analyse technique et l'analyse psychologique, oui. Est-ce que une personne doit se contenter de l'analyse fondamentale? Non. Pour moi, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu peux rester piégé sur des actions pendant des années et sans comprendre. Par exemple, Stellantis, désolé, hein, mais sur le papier, cette action, elle est géniale. Mais regardez, ça s'effondre. Et cette action s'effondre, littéralement. Et donc, quand tu as le mec ici qui te dit achète, Odo qui te dit achète, et je suis sûr, tapez Google, etc., vous allez voir que plein d'analystes financiers vous disaient acheter. Quand tu vois que sur un plan fondamental, cette action, alors on va voir, voilà, le chiffre d'affaires qui augmente, le bénéfice qui augmente, c'est une très bonne entreprise. Mais là, la psychologie. Donc, bien comprendre l'analyse technique, c'est la psychologie. Et quand les opérateurs veulent vendre, ils vont vendre. Après, bien évidemment, vous allez avoir des mauvaises nouvelles. Par exemple, ici, oui, ils downgrade, Stellantis, adjust guidance, etc. Ils disent que, voilà, ils revoient à la baisse leurs bénéfices, etc. Oui, mais ça, ici, on le savait pas ici. Quand le mec de Goldman Sachs vous dit, je réitère mon conseil à l'achat, on ne le savait pas. Et donc, encore une fois, les amis, faites-vous votre propre idée. Lisez ce bouquin. D'accord? Lisez ce bouquin. Il y a 200 pages dans lesquelles je parle de l'analyse fondamentale. Je parle de la finance comportementale. Je parle des limites de l'analyse fondamentale, de pourquoi l'analyse technique permet de, comment dirais-je, de compléter efficacement l'analyse fondamentale. C'est très complet, mais faites-vous votre propre idée. Et encore une fois, je vois beaucoup trop de gens tomber dans le piège dans le dogme. Moi, je suis pas dogmatique. Moi, je suis pragmatique. Si tu me prouves que ce que tu fais, c'est top, je te dis super, prouve-le-moi. D'accord? Moi, encore une fois, si un analyste financier, par exemple des Goldman Sachs, ils explosent les scores, je leur dirais amen. Non, à chaque fois, ils sont nuls. C'est pas méchant ce que je dis, mais à chaque fois, ils te font des analyses pourries. Et à chaque fois, oui, Goldman Sachs a dit, mais non, ils sont nuls. Et c'est pour ça que quand j'avais parlé de George Soros et Jim Rogers, ils avaient dit on a fui Wall Street pour nous faire notre propre idée. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous ne devez pas avoir de complexe par rapport aux gars qui bossent chez Goldman Sachs. Ils sont nuls. Mais les gars, ils sont nuls. Regardez leurs analyses. Ils sont nuls. Les mecs, ils voient rien. Et Jamie Dimon, à chaque fois, il te disait, oui, ça va s'effondrer, etc. Faites-vous votre propre idée. Et j'en arrive à, est-ce que je suis un génie? Non. Mais je suis pas un génie. Mais en fait, c'est juste ce que je vous dis, c'est du bon sens. C'est-à-dire, on va revenir sur ce titre. Ok. Le mec ici te dit, oui, c'est acheteur. Mais techniquement parlant, regardez, on est sous les moyennes mobiles, la tendance est baissière, le RSI que j'adore, il est sous sa zone de neutralité, j'achète pas moi. Tant qu'on n'a pas cassé, je n'achète pas. On va prendre un autre titre comme LVMH. T'as plein de gens, ils te disent oui, c'est acheteur, c'est acheteur. Regardez pendant toute la baisse. Pendant toute la baisse, vous voyez le RSI, c'est baissier, c'est baissier, c'est baissier, c'est baissier. Pour la première fois, ici, on casse. Donc, ça commence à devenir intéressant, mais je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est un petit rebond, on est encore vendeur, d'accord? Et il y a mieux. Par exemple, voilà, aujourd'hui, je sais pas, vous avez vu les boîtes chinoises? C'est un truc de fou. YINN. Regardez, là, on va aller sur du daily. C'est un truc de fou. Alors, et par contre, ça corrige là, hein. Baba, ça corrige. Mais c'est incroyable. Baidu. Voilà. Mais c'est normal. C'est normal. C'est des actions. Regardez Baba. Baba, ça a littéralement explosé à la hausse. Regardez, ici, de là à là, ça a pris 38% en 18 jours. Là, c'est normal que ça corrige. Donc,
malheureusement, moi encore une fois, je vous dis, j'ai bossé dans des cabinets d'analyse technique, j'ai conseillé des gérants, des traders, etc. J'ai écrit un bouquin qui est une référence dans le domaine. J'ai fait des travaux de recherche sur le sujet. Donc voilà les amis, pour conclure la vidéo, vous devez prendre vos propres décisions et arrêtez d'écouter le bruit. Lisez des bouquins, faites vos recherches, faites le travail vous-même, d'accord? Encore une fois, personne ne va vous aider. Faites le travail vous-même, c'est hyper, super important. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.